Shalom Rachan, de le Daf, Kaf Dalet 24 dans Masechet, Baba Batra, et nous reprendrons à la fin de la troisième ligne, Amar Abaye. Avant cela, nous rappelons que la Mishnah au début parlait du statut d'un oiseau que l'on trouve plus ou moins proche d'un pigeonnier par rapport à un autre, et du coup la Gemara avait rapporté l'avis de Rabbi Hanina qui disait quoi? Qui disait que selon lui, lorsque l'on a ça fait qu'une question dans la Torah, une question d'Alacha, et que l'on a deux modes de Torah pour pouvoir résoudre ce safek, mais que ces deux modes-là, ces deux logiques-là se contredisent. La Torah dit que certaines logiques sont utilisées. Le fait qu'il y ait une proximité, on a a priori une raison de dire que la chose provient de l'endroit le plus proche. D'un côté, on a une autre logique de la Torah qui dit que la chose provient de la source majoritaire. On a deux sources, une majoritaire et une minoritaire. Il y a plus de chances que le sujet que l'on a devant nous et dont on doute justement de l'origine provient de la majorité. Lorsque la majorité et la proximité se contredisent, ce qui est proche est minoritaire et ce qui est loin est majoritaire, nous dit Rabbi Hanina, c'est la majorité qui l'emporte. Il ne donne pas tellement de preuves ni de justifications, mais c'est en tout cas comme ça qu'il dit. On a apporté plusieurs objections à ce qu'il a dit, mais à chaque fois on y a répondu. Et là, Abaye va rapporter une preuve justement à cela. Avant cela, donc, nous rappelons quelques informations sur le site et le Limoud. Le DAF Panorama, donc le résumé avec quelques approfondissements sur le DAF, est disponible en hébreu et en français donc sur le site dafyomi.fr. Pour toute information, pour toute remarque et pour être inscrit sur les groupes ou sur la newsletter, donc soit en mail, soit les groupes WhatsApp, veuillez contacter l'adresse mail, donc info@dafyomi.fr, info@dafyomi.fr. Amar Abaye, Afanan Amitanina. Nous aussi on a vu ça dans une Mishnah, ce que tu dis toi Rabbi Hanina, on l'a vu dans une Mishnah. Dam chez Nimtsa Beprosdor. Alors ici, on va parler de Nida, c'est une Mishnah dans Nida là-bas. Et là-bas, on parle d'un couloir. En fait, le corps de la femme est comparé à un bâtiment. Alors c'est aussi parce que c'est marqué que Kadosh Baruch Hu Veiven, il a construit la femme à partir de la côte. Donc c'est pour ça aussi que les sages ont choisi ce genre d'image. En tout cas, la partie qui est juste avant, donc là ici on parle d'écoulement de sang dans les parties basses. Et ici on nous dit que la partie qui est juste avant l'endroit où le sang est visible, c'est le prosdor, c'est le couloir. C'est le couloir. Maintenant, au-dessus de ce couloir, il y a deux endroits. Il y a ce qu'on appelle le cheder, la chambre, on va dire. Et la chambre, c'est l'endroit pnimi, l'endroit interne, d'où le sang est impur. Et de l'autre côté, enfin, d'où le sang montre que la femme est nida. Et de l'autre côté, on a alia, on a une sorte d'étage. Et cet étage, c'est un autre endroit. Donc en fait, on a ce prosdor. Le prosdor, c'est l'endroit où la femme trouve du sang. Et ce prosdor-là se retrouve à être juste en dessous de deux endroits, cheder et alia. Et à chaque fois qu'on a du sang qui est visible dans le prosdor, on a un doute s'il vient du cheder et que la femme est nida, ou est-ce qu'il vient de la alia et la femme est tehora. Donc, dam chez Nimtsa be prosdor, on trouve du sang dans le prosdor. Sfeko, on a un doute, mais c'est tamé. Dans le doute, c'est tamé. Chez cheskato mina makor, parce qu'on a une chazaka, une présomption que ça vient de la matrice, donc de l'endroit d'origine, ou du cheder. Et la Gemara dit, mais tu vois bien, et pourtant, la alia, l'endroit d'où le sang serait pur, est un endroit qui est plus proche. Donc ici, selon Abaye, on a une Mishnah qui dit clairement, comme Rabbi Hanina, puisque ici on a du sang qui est trouvé par une femme, elle ne sait pas de quel endroit interne le sang provient. L'endroit le plus proche est un endroit qui est pur, c'est alia des Mekarva qui est plus proche. Et d'un autre côté, on a un endroit qui est plus éloigné, mais qui en général, mais qui a plus de sang, c'est le makor, c'est le cheder, comme on l'appelle dans la Masechet Nida là-bas. Et on voit bien ici que on a l'air de définir le sang comme étant un sang qui vient de l'endroit le plus éloigné, mais qui est majoritaire au niveau de la quantité de sang, et non pas de l'endroit qui est le plus proche, même s'il est minoritaire. Donc c'est une preuve, comme Rabbi Hanina. Rava va repousser cette preuve. Amarle, Rava lui dit non. Rov ou Matsui Kamart. Mais non, qu'est-ce que tu me rapportes un exemple de Rov ou Matsui, où il y a à la fois une majorité et à la fois Matsui, quelque chose qui est fréquent. Rov ou Matsui, il est Kalemande Amar. Quand il y a Rov et Matsui, personne ne discute. Donc là, ici, Rava est venu rajouter une autre logique. La logique de Matsui, qui va être assez compliquée à définir par rapport à Rov. Donc on va dire simplement, le Rov, c'est la quantité de sang. Il y a plus de sang dans le Makor que de sang dans la Alia. Mais d'un autre côté, il y a aussi autre chose, nous dit Rava, c'est qu'il y a aussi un lien de Matsui. C'est plus fréquent que le sang vienne de là-bas. Au-delà de la quantité de sang, il y a aussi une fréquence. Un corps féminin physiologiquement normal et pendant une certaine durée dans la vie d'une femme, ce corps-là produit du sang qui vient du makor, donc c'est les menstruations. Ça, c'est la normalité. Par contre, le fait
que la partie alia puisse générer du sang, c'est lié à des blessures, c'est lié à un souci, et donc normalement c'est moins fréquent. Ce qui veut dire que nous dit Sirava, tu ne peux pas apporter le cas de Nida comme une preuve, parce que là-bas, il y a non seulement plus de sang en quantité dans la partie qu'on appelle Makor qui pose problème, mais il y a aussi une fréquence et un historique qui montre qu'il y a une fréquence plus grande de sang qui provient de là-bas. Alors, ce sont deux notions qui se ressemblent, mais qui sont en tout cas pour l'instant différentes selon Rava. La Gemara dit Tane Rabbi Chia, on rapporte au passage une halakha de Rabbi Chia, Adam animsa be prosdor. Lorsqu'on trouve du sang dans le prosdor, Chayavin alav al biat migdash. On est chayav si la femme va au Bet Hamikdash alors qu'elle est en état d'impureté. Elle est chayavet comme n'importe quelle personne tamée qui va au Bet Hamikdash. Mais sorfim alav et trouma et on brûle la trouma. Si elle a rendu impure de la trouma, on la brûle. La trouma, hein, on la brûle lorsqu'elle est impure. Mais lorsqu'on ne sait pas si elle est impure, on ne la brûle pas parce qu'on n'a pas le droit de brûler la trouma pour rien. Et donc du coup, ce qu'on nous apprend ici dans cette halachot là, c'est que la personne qui vient au Bet Hamikdash en étant tamée doit porter un korban. Celui qui rend impur la trouma de manière certaine, on doit brûler la trouma. Est-ce que la femme, quand elle touche là, quand elle a du sang dans le prosdor, est-ce qu'on se comporte comme un cas où on a un doute ou pas? On va bien dans cette halachot là. On considère à 100% qu'elle était impure, à 100% qu'elle est rentrée au Bet Hamikdash impure, à 100% qu'elle a rendu impure la trouma. Donc c'est bien la preuve que finalement, c'est pas qu'on reste dans le safek et qu'on est marmire, c'est qu'on a été pochette le safek, c'est qu'on a réellement répondu au doute. Rava maintenant à partir de là va déduire plusieurs choses. Shma mina mide Rabbi Chia atlat. De la braïta de Rabbi Chia on apprend trois choses. Shma mina rov et karov ala chacharov. Tu vois bien que entre un rov et karov, entre ce qui est proche et ce qui est plus nombreux, on va en fonction de la majorité. Alors vous remarquez que Rava ici, qui est celui qui avait objecté à Abaye, a l'air de comprendre la Misha comme Abaye. Abaye avait compris que le cas de Nida, c'était rov et karov. L'endroit le plus proche, c'est l'endroit qui est pur, c'est la alia. L'endroit le plus éloigné, c'est là où il y a le plus de sang et qui est tamé, c'est le makor. Et on voit ici qu'il lit le cas de la même manière. L'agma va tout objecter, il va dire mais attends, Rava lui-même a dit que le cas de Nida, c'est pas rov et karov. C'est d'un côté rov, c'est d'un côté karov, mechila, et de l'autre côté rov et matsui. Deux choses. Bon, en tout cas, l'agma va parler de ça. Shma min, deuxième chose, ruba de oraita. De là, tu vois que le din de rov, c'est de oraita. Ah, ça aussi, vous allez me dire, mais c'est évident, c'est marqué achari rabim leatot. Tu vas en fonction de la majorité. Simplement, achari rabim leatot, là-bas, c'est lorsqu'on a des sages devant nous, que l'on se pose une question à l'achrik et qu'on compte devant nous. Il y en a 30, 40 qui ont dit ça, et il y en a 31 qui ont dit autre chose, et c'est là qu'on a un rov. Mais ici, le rov est un rov qui est visible. Maintenant, ici, dans le cas de la femme, quand on dit rov, c'est un rov qu'on n'a pas devant nous. Et donc, on aurait pu penser que c'est pas d'oraita, comme un chemin que c'est d'oraita. La preuve, c'est qu'on apporte des corbanotes, qu'on brûle la trouma pour cela. Ou chemin, on apprend également que Ital et des Rabizera, qu'on tient comme Rabizera. Dama Rabizera, qui dit Rabizera, Afalpi, chez de Latot, Medina, Nerulot, même si les portes de la ville sont fermées. Alors, ça fait allusion à quoi? Ça fait allusion à un morceau de viande que l'on trouve. Techniquement, l'Achikma Minatora, on se base sur un seul rov, une seule majorité. Mais Chachamim, dans certains cas, ont demandé à ce qu'il y ait deux rov. Et dans le cas là-bas de la viande, c'est une discussion. On a une viande qui se trouve dans une ville. Dans la ville, la majorité des commerces sont cachers. Imaginons en Israël, donc la majorité des commentaires sont cachers. Et il y a une minorité qui n'est pas cachère. Donc il y a un rov. Minatora, on devrait aller sur le rov et se dire que le morceau qu'on a devant nous fait partie, vient de la majorité. Maintenant, dans certains cas, Chachamim ont demandé un deuxième rov, c'est-à-dire que par exemple les portes de la ville soient ouvertes et que les gens de l'extérieur soient majoritairement des juifs. De telle sorte à ce qu'on puisse se dire qu'il y a. Alors ça ne rajoute pas au niveau statistique, mais c'est une manière finalement de mettre une sorte de verrou. C'est au niveau psychologique que ça rajoute, mais au niveau statistique, non. C'est-à-dire que soit la viande provient de la ville, et si elle provient de la ville, elle est majoritairement d'un commerce juif, et même si elle vient de l'extérieur, puisque la majorité des gens de l'extérieur sont juifs, c'est cachère. Statistiquement, encore une fois, ça ne rajoute rien parce qu'on a séparé finalement en deux éventualités, mais dans l'idée, ça rajoute un deuxième verrou. De là, et là-bas, Rabizera n'est pas d'accord, et de là, on apprend que chez nous, c'est pareil d'Aïcha. Chez nous, pareil, il y a un seul rov, donc c'est comme le cas des portes de la ville qui sont fermées. Afilou, Achik, Kazlan, Batarouba, et on voit là-bas qu'on va selon le rov, qu'on brûle la trouma et qu'on lui reproche d'avoir été au Bet Hamikdash en état d'impureté. Maintenant, la Gemara ne comprend pas comment Rava peut dire ça. Comment Rava peut déduire de cette Mishnah de Rabbi Chia, cette braïta de Rabbi Chia, qui encore une fois parle de cette femme Nida, et comment il peut déduire une halakha par rapport à Rov et Karov, alors que quand Abaye l'a fait, il a dit mais non, là-bas c'est pas Rov et Karov, c'est d'un côté la proximité et de l'autre côté en face deux logiques, à la fois le Rov la majorité et à la fois Matsui. La Gemara dit Rava ou des Kama Rov ou Matsui des Kalema Dama. La Gemara dit mais c'est Rava lui-même qui a dit que ce cas de Nida c'est un Rov et Matsui et donc du coup on ne peut rien déduire. La Gemara dit Adarbe Rava Mehi. Rava
a changé d'avis. Et a priori, c'est justement peut-être, comme disent les commentaires, peut-être à cause de la difficulté que l'on a réellement de définir et de séparer Rav et Matsui. Est-ce que finalement, le fait de dire qu'il y a une majorité de sang dans le Makor par rapport à la partie la plus proche qui est pure, et le fait que historiquement et statistiquement, il y a plus de sang qui vient de là-bas que de la partie qui est pure, est-ce que finalement ce ne sont pas deux facettes de la même idée, c'est-à-dire que c'est un rov de probabilité. En niveau probabilité, ça vient plus souvent de là-bas, soit parce que c'est une quantité, soit parce que c'est l'historique, mais est-ce que finalement ce ne sont pas les deux facettes de la même pièce, et donc c'est la raison pour laquelle peut-être qu'on a ici Rov et Matsui, enfin Rov et Karov, et c'est comme ça que Rava finit par trancher. Itmar Chavit chez Sapa Banahar. Maintenant on nous rapporte un cas. On a un tonneau de vin qui flotte dans le fleuve, et on se demande si ce tonneau-là a reçu du vin qui est un vin d'un non-juif, et donc qui est interdit de tout profit. Alors, Amarav, Nipset Keneget Eshurba Israël Muta, Keneget Eshurba Nochim Asira. Nous dit Rav, ça dépend, quelle est la ville qui est en face. Si on trouve ce tonneau-là en face d'une ville de juifs, alors le tonneau a priori c'est du vin juif, et inversement. Ou Shmuel par contre dit Amar, Shmuel nous dit, je pense que même si la ville qui est en face est Israël, c'est Assour. Imour, mais Dikra Ataï. Pourquoi? Parce que ça se peut que ça vienne de Dikra, là-bas c'est un endroit où il y a des non-juifs. Donc, intéressant que la Gemara maintenant va proposer de dire que peut-être que cette discussion entre Rav et Shmuel, c'est la discussion entre Rabbi Hanina et ceux qui ne seraient pas d'accord. Pourquoi? Parce que ici, on voit bien que quand la ville en face est non juive, on ne discute pas. Mais quand la ville en face est juive, il y en a un qui dit on se réfère à la ville juive, donc le vin cachère, l'autre qui dit on ne se réfère pas à la ville juive. Pourquoi a priori? Parce qu'au lieu de se référer à ce qui est proche, il se réfère à la majorité du monde qui est non juive. L'imam de Rabbi Hanina Kamiflagen, peut-être qu'ils sont en train de discuter sur la vie de Rabbi Hanina, demain, Hitler, de Rabbi Hanina. Un, il pense comme Rabbi Hanina, c'est Shmuel qui dit qu'on se réfère à la majorité, et donc du coup on dit que le vin n'est pas caché même si la ville en face est juive. Ou Hitler de Rabbi Hanina. Et l'autre ne pense pas Rav comme Rabbi Hanina. La Gemara réfute, il dit l'or. Non, on peut très bien dire que les deux pensent comme Rabbi Hanina, que c'est la majorité qui l'emporte sur la proximité. Quel est ici le sujet de discussion? De Marsava. Im ita demhaï dikra atay akoulé upshure avamat ba'ela. Si le tonneau venait de si loin, il aurait été bloqué par des rochers ou il se serait cassé et il aurait coulé. Donc en gros ici, il y en a qui pensent, c'est Rav, justement il pense que même si en général on se réfère par rapport à la majorité du monde, il faut qu'il y ait une possibilité logique qui puisse venir de la majorité du monde. S'il ne peut pas venir de l'extérieur, on avait vu aussi hier pareil, quand on disait Rov et Karov, qu'on disait que c'était Rov qui l'emportait, si la ville est enfermée entre les montagnes et qu'il n'y a pas de chemin pour y accéder, il n'y a pas de raison de donner une prépondérance à la majorité du monde qui est coupée de cette ville. Là c'est pareil. Omar Sava, et l'autre dit non, Harif Atenhara, Nakat Ve'atay, non, le flot justement du fleuve, la force du fleuve peut emmener finalement ce tonneau assez loin, il ne sera pas bloqué par des pierres, et donc il est possible que ça vienne de l'extérieur. Donc en fait tout le monde serait d'accord éventuellement ici que la majorité emporte sur la proximité. La question c'est est-ce que ici il est probable ou possible que ça provienne de la majorité ou pas. Alors là, ici on a trouvé un tonneau, un tonneau de vin. On l'a trouvé dans une vigne qui était orla. Donc orla, ce sont les fruits pendant les 3 premières années qui sont interdits à la consommation. Et là ici, on a un tonneau. Ce tonneau, c'était à l'époque donc des vendanges. On a fait le vin et on trouve un tonneau. Maintenant, ce tonneau-là, Kaniré a été pris d'un terrain. Il a été volé d'un terrain. La question c'est est-ce qu'il a été volé de ce terrain ou est-ce qu'il a été volé d'un autre terrain? D'ailleurs, il a été caché ici. Alors, Shaya Ravina a autorisé. L'imam Mishum de Saval et Rabbi Hanina. La Gemara dit attends, mais pourquoi il autoriserait? Le tonneau se trouve dans un terrain qui est donc un terrain au niveau proximité, c'est un terrain qui est interdit. Donc normalement, si on faisait attention à la proximité, on devrait dire ce vin-là, a priori, vient de la vigne qui est à la proximité, et donc il vient de hors là, et donc on ne peut pas le consommer. Or, si Rabbi Hanina autorise, c'est qu'il préfère dire non, comme la majorité des vignes ne sont pas hors là c'est pas hors là. La Gemara dit dans Shanatam, dit I mignevina atsnoe begave lo matsnaim. Pourquoi non? Lui, il a une autre chazaka qui fait justement cela, c'est que il part du principe qu'un voleur, lorsqu'il vole un tonneau dans un champ, il ne laisse pas le tonneau à proximité de ce champ. Et donc le fait que le tonneau volé soit à côté d'un champ, c'est selon lui la preuve justement qu'il ne vient pas de cela. Donc ce qui veut dire que même si il peut tenir compte en général de la proximité, on tient compte de la proximité, sauf lorsqu'ici il y a une logique humaine du voleur
qui est justement de ne pas laisser à côté de la chose. L'Agma nous dit L'Agma nous dit cette logique-là du voleur qui ne met pas à côté, c'est valable que pour le vin, c'est pas valable pour le raisin. Pourquoi? Parce que c'est quand on fait le vin que les propriétaires passent dans leur vigne pour faire les vendanges, alors que lorsque c'est simplement les raisins et qu'on n'est pas à la période des vendanges, à ce moment-là, il peut très bien voler des raisins, les laisser entreposer dans une partie de la vigne et que personne ne s'en rende compte. Et donc du coup, on ne dira pas là-bas que ça ne provient pas de cette vigne. Donc on nous dit ici que on a trouvé là aussi pas des tonneaux, mais on va trouver des amphores de vin, on a trouvé dans des vignes. Sharanou Rava. Et Rava, là-bas, a autorisé. Est-ce que finalement, là-bas, il ne pense pas comme Rabbi Hanina? Parce qu'a priori, on est ici selon Rava, donc Rava, on est en Bavel, ce qui veut dire que les gens d'à côté sont des juifs, mais la majorité des gens autour ne sont pas juifs. Donc s'il autorise ces amphores qu'on l'on trouve dans un champ Israël, c'est qu'on part du principe qu'il a fait, il a répondu au Safek en disant que le vin vient de la partie la plus proche et non pas de la partie majoritaire. Alors il ne pense pas comme Rabbi Hanina, il m'a dit non, pourquoi? Derouba de Shfuchae Israël Ninou. Là-bas c'est spécial. La majorité des gens, quand on tourne la page, donc la majorité des gens qui remplissent des amphores de ce type sont des juifs. Et donc finalement, il y a à la fois la proximité qui nous pousse à dire que c'est un juif et à la fois le rov. La Gemara nous précise tout de même les conditions à cela. Et à condition que l'on parle ici de grandes amphores. Aval zoutré, mais si ce sont des petites amphores, des petites bouteilles, et mour, mais en vrai drachim nafoul. À ce moment-là, il se peut que ce soit des bouteilles portables que l'on prend justement en transport. Et à ce moment-là, ce vin peut venir de n'importe quel passant qui est venu et qui a laissé sa bouteille de vin. Maintenant, la Gemara pose une question intéressante. Et s'il y a à la fois des petits et à la fois des grands, qu'est-ce que l'on fait? Les grandes amphores, on a dit, a priori, elles sont d'un Israël. Pourquoi? Parce qu'elles sont proches d'une ligne Israël et qu'en plus, il y a un rov, parce que la majorité des gens qui s'occupent de ces grandes amphores sont des juifs. Maintenant, lorsqu'il y a des grandes et des petites, qu'est-ce qu'on fait des petites qui sont à côté? La Gemara nous dit que Imour, a priori, on part du principe que les petites ont été mises par la même personne que par les grandes. Et donc, puisque les grandes ont été mises par un juif, puisque la majorité des juifs s'en occupent, a priori, les petites également. Et donc, on dirait ici que les petites ne viennent pas de passants, mais viennent de la même personne qui a mis les grandes. Nouvelle Mishnah. On doit éloigner un arbre de l'entrée de la ville de 25 amas. À l'époque, on avait l'habitude de laisser un certain espace devant la ville. On verra tout de suite dans la Gemara que c'est Mishum Noy. Intéressant qu'on parle beaucoup de Nezikin, on a parlé de beaucoup de choses qu'on retrouve dans le droit romain, donc dans le droit civil chez nous. Donc on a parlé de dommages, on a parlé de vis-à-vis, on a parlé de faire de l'ombre, on a parlé de la possibilité de l'autre de pouvoir mettre son échelle, ainsi de suite, du dommage qu'on pouvait causer de manière indirecte. Là ici, on parle d'une notion qu'on utilise encore aujourd'hui, c'est le fait de faire attention à, pas à l'architecture, mais en tout cas à l'aspect physique de la ville. Chacun se doit de ne pas, par ses constructions ou par son art, même s'il est dans son terrain, se doit de ne pas justement entacher la beauté de la ville. Alors, cette mise-là, selon certains, n'existe qu'en Eretz Israël. C'est en Eretz Israël où on a une mise-là faire en sorte que la ville soit belle. Là, ici, on a un passage devant la ville où on ne met pas d'arbres, et ça fait partie de la beauté de la ville de laisser cet espace qui est vide, et l'arbre qui est au milieu gâche tout. Alors, on nous dit qu'il faut s'éloigner de 25 amas. Ou beharouv ou beshikma, et lorsqu'on a affaire à des arbres qui ont beaucoup, harouv c'est le caroubier, donc des arbres, de manière générale, qui ont un feuillage très imposant, et donc qui se voient de plus loin, Hamishimama, il faut éloigner de 50 amot. On peut diviser par 2 en général pour avoir à peu près en mètres, donc c'est 12,5 ou 25. Abba Shaul Omer, Kolilan, Serak, Hamishimama. Selon Abba Shaul, ça ne dépend pas de la taille de l'arbre, ça dépend du type d'arbre. Tout arbre justement qui est là et qui en plus ne donne pas de fruits, tout arbre de ce type-là doit être éloigné de Hamishim. Ama, ça c'est la marloquette entre Tanakama et Abba Shaul. Maintenant, on va nous expliquer ce qui se passe lorsque la ville était avant l'arbre est avant la ville, est-ce qu'il y a rémunération ou pas. Si la ville était antérieure à l'arbre, à ce moment-là, il coupe son arbre, Venon Notenamim, et personne ne le paye. On ne va pas lui rembourser son arbre. Si l'arbre était avant, Kotsetz Venotendamim, on coupe et on lui donne de l'argent. Ça fait que Zekadam, Kotsetz Venotendamim, dans le doute, on coupe et on ne lui donne pas d'argent parce qu'encore une fois, Amosim Chavero la Varaya, c'est celui
qui veut sortir l'argent de l'autre, d'apporter la preuve. En tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est que le fait, l'antériorité, je veux dire, de l'un ou de l'autre ne change rien au statut de l'arbre. L'arbre, quoi qu'il arrive, devra être coupé. La question, c'est en fonction de l'antériorité, est-ce que l'on va rémunérer la personne, dédommager la personne ou pas. Ce qui, on verra par la suite, est différent du cas, on avait vu, du dommage. Dans le cas du dommage, si c'est moi qui suis avant, je peux avoir le droit de garder mon arbre. Alors que dans le cas où je suis après, je l'enlève. La question n'est plus est-ce qu'on l'enlève, est-ce qu'on l'enlève pas. C'est une fois qu'on l'enlève, est-ce qu'on dédommage ou pas. Maïtarama, quelle est la raison de tout cela? Pourquoi on doit éloigner un arbre? Amaroula ou nous dit clairement, Mishum Noi Ha'ir, à cause de la beauté des villes. Et qui est une mitzvah, encore une fois. Mishum Tiferet et Israël, pour justement faire en sorte que la terre d'Israël soit belle comme une couronne. Alors, Gmara dit Veti, pour que les Enosim, c'est des migraches, vélo migrache, c'est la Gmara dit attends, mais qui te dit que c'est ça? Peut-être que c'est autre chose. Nous, on a une halakha, qui c'est dans les Réchines là-bas, que donc les villes avaient en général autour d'elles une circonférence, enfin, sur une longueur de 1000 amas, on laissait migrache, donc on laissait un endroit où il n'y avait rien, et après, on laissait les gens, les champs des personnes. Donc en fait, dans une ville, devant une ville, on avait en général 1000 amas, donc 500 mètres, sans rien, sans champ, sans plantation, et après, on mettait, sur 500 mètres, on avait la possibilité que les gens avaient de mettre leur champ. Et donc on voit bien là-bas qu'on nous dit qu'on n'a pas le droit d'échanger. Ce qui est migrage doit rester migrage, ce qui est sadé doit rester sadé. Et donc tu vois bien qu'on n'a pas le droit donc, de planter. Là, on dit l'autre, les Rabbi Eliezer. Non, en fait on a besoin de cela pour Rabbi Eliezer. Qui dit quoi? Dama, en sim sadé migrage ou migrage sadé. Lui dit qu'on peut intervertir la partie migrage sadé. Et du coup, comme on peut intervertir les plantations et le migrage, lui viendrait dire que ça c'est pour tout ce qui est champ, tout ce qui est blé, orge, et de l'autre côté la partie vide. Mais par contre, un arbre, on ne peut pas. Mishum noya à cause de la beauté. Donc ici, migrage et sadé, c'est pas une question de beauté, mais l'arbre ici étant visible, c'est problématique. Ou le Rabbanan Nami, la Gemara dit que même selon Chachamim, le Rabbanan Nami, c'est des migrages, le migrage sadé, Anemi l'Ezraïm, avalilanot avdinan. La Gemara dit même Rabbanan, qui eux disent que la partie migrage qui est vide doit rester vide, la partie sadé doit rester sadé. Même eux qui pensent là auraient une raison de dire que notre Mishnah est nécessaire pour le Noï. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu penser que ce qu'ils disent, tu n'as pas le droit de planter dans la partie migrage, c'est simplement de planter des graines ou du blé, de l'orge. Mais un arbre, peut-être que ce serait autorisé, parce qu'on n'est pas en train de faire un sadé, on n'est pas en train de faire un champ. On laisse migrage, mais on met un arbre. Et du coup, la Chamishun Yair, finalement ici pour la beauté. Donc c'est pour ça que c'est intéressant ici, que indépendamment finalement de la marque entre Rabbi Eliezer et Chachamim, est-ce que la partie vide et la partie champ qui sont devant, donc 500 mètres pour chacun, 500 mètres d'abord de vide, 500 mètres après de champ, est-ce que les deux peuvent être intervertis ou pas? Donc est-ce que je peux semer là où jusqu'à présent on ne semait pas? Finalement on nous rend compte que c'est complètement indépendant de la question ici. Est-ce qu'on peut mettre un arbre ou pas? Ceux qui autorisent, ceux qui interdisent, ceux qui autorisent, ont besoin ici de nous dire que là, on n'a pas le droit de le planter, Mishum no Yair, à cause de la beauté de la vie que l'on doit garder. Ou Manatimra des Shane Benzra Emli Lanot, mais qui te dit qu'il fait une différence entre les arbres et les graines? Puisque c'est ça que tu as l'air de dire sur le Ramadan. Netanya Senbraita, Karfef Yoter, Mibet Sataim. Celui qui a un Karfef, a priori à la base c'est une sorte de, pas d'étable, mais en tout cas d'endroit où on met les animaux, donc un endroit qui n'est pas couvert. Shoukaf Ladira, qui a été couvert et qui est devenu donc une habitation. Et donc du coup, normalement on a le droit de porter dedans pendant Shabbat parce que c'est devenu une partie de l'habitation. Nizra Rubo, si maintenant on sème à cet endroit, on sème justement des graines. Nizra Rubo, Areo Kegina ve Asur. Une fois que l'on sème dans cet endroit, même si à un moment donné il est devenu une habitation, il redevient un champ, une guina ou un potager. Et à partir du moment où on a planté des graines, semé des graines, il redevient un champ et donc on ne peut plus porter là-bas pendant Shabbat. Nita Arubo, si par contre on a planté des arbres dans la majorité de sa surface, Areo Kehatser ou Muta, ça reste une cour et c'est Muta. Et on voit ici que par rapport au halakha de Shabbat, on fait une distinction entre un endroit qui est semé et un endroit qui est planté. Un endroit qui est planté reste une habitation, un endroit qui est semé n'est plus justement une habitation. Et donc c'est la raison pour laquelle l'Agma nous dit, c'est la raison pour laquelle selon Chachamim, lorsqu'on discute là-bas, il y a un endroit par rapport à la ville qui doit être un endroit de vide. Et après, on peut mettre les champs. Un endroit de vide, c'est un endroit justement qui ne doit pas être semé. Et tu vois bien dans cette halakha de Shabbat que le fait de semer, ça donne un statut à l'endroit, et le fait d'y planter
donne un autre statut. Donc tu veux très bien imaginer que même Chachamim qui disent qu'à cet endroit-là, on n'a pas le droit de semer, ils pourraient très bien dire qu'on n'a pas le droit de semer, parce que quand on sème, ça change le statut de l'endroit, mais on pourrait y planter. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de dire non. On n'a pas le droit d'y semer à cause de cette halakha de Migréché Aïr et de Sadek, il faut laisser un vide. Maintenant, l'arbre qui vient au milieu, c'est pas qu'il enlève le vide. Je crois bien que l'arbre ne change pas le statut. Mais ici, c'est un problème de beauté, donc c'est pour ça qu'on a besoin de ces deux raisons, de ces deux halakhot. Maintenant, on reprend la Mishnah Veimer, Kadma, Koetzetz, Veinot Endami. On a dit que si la ville était antérieure à l'arbre qui gêne, on coupe et on ne dédommage pas le propriétaire de l'arbre. La Gemara dit Maïshna Gabebo de Katane Koetzetz Veinot Endamim, ou Maïshna Acha de Katane Koetzetz Veinot Endamim. La Gemara dit je ne comprends pas. Pourquoi pour le puits, c'est différent. Dans le cas du puits, on nous dit que non seulement il coupe, mais nos tendamim, et on va lui payer de l'argent. Donc on a la personne qui avait d'abord un puits, moi j'ai planté un arbre de mon côté, cet arbre-là va causer un dommage au puits, on m'oblige à le couper, et là-bas on dit nos tendamim, et tout de même on doit lui demander, on doit quand même le rémunérer. Pas chez nous dans la Mishnah. La Gemara dit Amarav Kana, Gdera de Betchoutfe, Lachamime Lokdere. Alors ça c'est c'est une expression connue dans la Gemara. Une marmite qui appartient à deux personnes, elle n'est ni chaude ni froide. C'est-à-dire, l'expression qui est utilisée à plusieurs reprises dans la Gemara pour dire que lorsqu'il y a une responsabilité, une mission qui incombe à deux personnes, chacune compte sur l'autre et finalement on ne la fait pas. Mieux vaut demander à une personne de chauffer une marmite qu'à deux. Parce que lorsqu'ils sont deux à devoir la chauffer, chacun compte sur l'autre et finalement elle n'est ni chaude ni froide, elle reste tiède. Pourquoi ça veut dire quoi ici? On dit Rav Kana que lorsque ici on doit le dédommager avec l'argent du Tzibour, c'est compliqué. Lorsqu'on va voir le premier, il dit attends, avant que tu prennes moi mon argent, va demander d'abord au voisin et au final, on n'arrive pas à récupérer l'argent. Donc là, dans cette première version, on a l'impression que finalement, que la seule raison pour laquelle on ne prend pas d'argent chez nous, c'est parce que comme c'est un public, c'est compliqué d'aller récupérer l'argent. Alors pour un particulier, on peut faire payer au voisin qui a le puits, le remboursement, le dédommagement lié au fait qu'on a arraché l'arbre. Vous m'avez couché la Gemara pour une coucha, Dilma Shane Hezeka derabim. Mais Ezek a dit, après, la Gemara dit, attends, mais moi je ne comprends même pas la question. Je ne comprends même pas la question. Il y a un Ezek qui est causé à la ville et il y a un Ezek qui est causé à un particulier. Je peux très bien comprendre que lorsque je ne cause un dommage qu'à un particulier, à ce moment-là, je dois être dédommagé. Lorsque je cause un dommage à une ville entière, je ne dois pas être dédommagé. Et donc, du coup, lui, il préfère dire que la question qui a été posée au Beit Midrash avec la réponse de Rav Kahana sur la parabole des marmites, c'est différent. C'est-à-dire, et la Itmar de Rav Kahana, à Seifa Itmar, la coucha et la réponse de Rav Kahana n'a pas été donnée sur le début de la Mishnah, mais sur la fin. C'est quoi? Imen kadam kotsetz venoten damin. On dit que si l'arbre est antérieur à la ville, donc c'est un type qui a un champ, il a un arbre, et la ville, au début, l'arbre était éloigné de la ville, et finalement la ville s'est agrandie, et quand la ville s'est agrandie, il s'est trouvé que son arbre s'est retrouvé dans la fameuse distance qui est interdite. Donc c'est lui qui est kadam, et là-bas on dit quoi? Il coupe son arbre et on le paye. La alors, je comprends pas. Si on doit le payer, est-ce que lui ne peut pas dire, écoutez, payez-moi avant, et après, je coupe? Alors que dans la mission, on a l'impression que c'est quoi? Code 7, il coupe. Et après, on verra pour le dédommagement. Il m'a dit, pourquoi on ne fait pas ça? Parce qu'un Marav Kana, qui dira des béchoutes fait, la chamime, la carré. Parce que justement, la marmite des associés, elle n'est jamais chaude ou froide, ou en tout cas difficilement. Et donc, si on attend de récupérer l'argent chez tout le monde pour pouvoir justement l'obliger à couper, ça n'arrivera jamais, surtout que les gens ne voudront pas payer tant que l'arbre n'a pas été coupé, donc du coup c'est pour ça qu'on fait ça. Donc c'est la seconde version que l'on a de l'enseignement de Rav Kahana. La Gemara continue d'expliquer la Mishnah. Ça fait que c'est Kadam, ça fait que c'est Kadam, Kotsetz. Lorsqu'on ne sait pas qui était antérieur à qui, l'arbre ou la ville, on a dit on coupe et on ne donne pas d'argent. Venotendamim, Maishnami Bor, Damar Kloyakot. La Gemara dit je ne comprends pas. Dans le cas du bord, alors la question paraît un peu bizarre, parce qu'elle paraît très très simple. On m'a dit, mais je comprends, dans le bord, dans le cas du puits, quand on ne sait pas qui était antérieur à qui, on ne sait pas si c'est celui qui avait le puits ou si c'est celui qui avait l'arbre qui était en premier, donc qu'est-ce qu'on fait? On dit, écoute, tu le laisses avec son arbre. Ne l'embête pas, laisse-le avec son arbre. La Gemara répond maintenant, Atam, Devada il a les Mekatskae, Sfe Economy, le Amrinale, Kotz. La Gemara dit, maintenant, mais là-bas, il n'y a jamais eu de certitude qu'on va couper l'arbre. C'est quoi le cas là-bas? C'est si le puits est avant l'arbre, on coupera l'arbre. Si l'arbre est avant le puits, on laisse l'arbre. Donc là-bas, on ne sait pas bien si on va le couper.
Donc c'est normal que dans le doute, là-bas, on dit quoi? Dans le doute, tu ne coupes pas l'arbre. Mais chez nous, on avait fait exprès de le relever dans la Mishnah. Quand on se demande qui est antérieur, est-ce que c'est la ville ou l'arbre? La question de savoir qui est antérieur ne vient pas nous apprendre est-ce qu'il va le couper ou pas. C'est sûr qu'il va le couper, on a dit. La question, c'est est-ce qu'il va être dédommagé ou pas. Et donc, comme c'est ça la question, et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Par rapport au fait de couper, le fait d'avoir un doute sur qui est antérieur à qui, ça ne change rien, parce que finalement, soit l'arbre ou soit la ville, on coupe. Et maintenant, par rapport au fait de payer, on dit non. Par contre, à ce moment-là, il faut que tu apportes une preuve, parce qu'encore une fois, Moussi Machavero, encore une fois, la partie de cette partie de la Gemara paraît étonnante, tellement à la limite la question paraît simple. Nouvelle Mishnah, Machikim et Tagoren, Kavua Mina Echa Mishimama. Ici, on a une grange dans laquelle on met la récolte et les blés, et on doit l'éloigner quand c'est Goren Kavua, quelque chose de fixe. On verra exactement comment définir ce que ça s'appelle un Goren Kavua. On l'éloigne de la ville, Chamishimama, parce que justement, tout ce qui est détritus de grains et de l'épi de blé, donc la queue de l'épi ou même la clipa, donc l'écorce du blé, toutes ces choses-là ont tendance à être emportées par le vent et peut causer un dommage à la vie. Donc pour les gens qui habitent au niveau respiratoire, on verra par la suite par rapport à tout ce qui est champ. Donc Machikim et Tagonakavua Mina Echamishima de 50 amas. Et même chez lui, là c'est quand c'est à l'extérieur de la ville. Le Yarasa Adam Goren Kavua Betor Shelo, même lorsqu'il est dans son terrain, en plein milieu de la ville, il ne pourra pas le faire. Il ne pourra pas le faire tant qu'il n'a pas 50 amot qui lui appartiennent autour de ce Goren qui est dans les 4 directions pour pouvoir faire en sorte justement que personne ne soit à proximité. Et on nous dit maintenant ici qu'il doit s'éloigner des plantations. Et Niro ici c'est un champ qui est labouré de son voisin. Birde chez le Yazik. Alors Birde chez le Yazik, Kede chez le Yazik c'est pour ne pas que ça cause de dommages, mais littéralement Birde chez le Yazik c'est une quantité. Il doit s'éloigner Birde de telle sorte à ce qu'il ne cause pas un dommage. Et la Gemara tout de suite va se poser une question. Il dit je comprends pas. Le vent, combien il transporte les déchets justement du blé? Si c'est 50 amas, ça devrait toujours être 50 amas. Pourquoi faire une différence entre le dommage que je cause à la ville et le dommage que je cause au champ qui est labouré ou aux plantations? C'est finalement la même chose. Si on part du principe que c'est 50 amas dans toutes les directions. Mishnah, c'est quelle la différence au début et à la fin de la Mishnah? Donc en gros, pourquoi au début, par rapport à la ville, on s'éloigne 50 amas et à la fin on nous dit non, Birde chez le Yazik. Tant que ça ne cause pas de dommages. Donc tu estimes et ça peut être finalement moins. Amarabaye, Sefat, Ane Goren chez Nokavo. La Gemara propose sur Abaye de dire qu'en fait on ne parle pas du même type de Goren. On ne parle pas du même type d'endroit. Le premier c'est Goren Kavoa, quelque chose de fixe. Et donc il y a plus de déchets qui peuvent être transportés par le vent. Et donc Ramishima. Et la fin c'est pas le même Goren. La Gemara, alors c'est un peu difficile déjà parce qu'on est obligé finalement de découper la Mishnah en 2 cas. Et Chidame, la Gemara dit Goren chez Nokavo. C'est quoi Goren qu'on appelle pas Kavoa? Marabi aussi, Marabi Chanina. Kol Sheno Zore Barachat, c'est tout Goren dans lequel on n'utilise pas justement cette fourche pour retourner les épis de blé. Et donc c'est le type de Goren dans lequel, selon lui, on n'aura pas besoin de laisser Chamishimama, mais finalement on estimera globalement la distance où ça peut causer un dommage. Ravashi n'est pas d'accord et ce sera ça qui sera retenu par la Gemara. Ravashi dit non, Mata'am Kama, plutôt que de séparer la Mishnah en 2. De manière comme ça un peu arbitraire, on dit qu'il y a une erreur, ou en tout cas que c'est une maladresse, il faut enlever le bet. C'est pas birde chez le yazik, de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas de dommage, mais c'est kede chez le yazik, c'est dans le but de, afin d'éviter que. Et donc finalement la fin de la Mishnah ne vient pas nous donner la distance à respecter, mais il vient nous expliquer la raison pour laquelle c'est interdit, et la distance resterait la même que dans le début de la Mishnah. Matam Kama, la fin de la Mishnah est une raison qui est donnée. Maïtama, quelle est la raison pour laquelle on doit s'éloigner également des plantations et du champ qui a été labouré? Pourquoi on s'éloigne de tout cela et entre autres même de la ville? Kede shelo yazik, afin que ça ne cause pas de dommage et non pas birde shelo yazik. La Gemara justement va utiliser une braïta pour objecter au premier commentaire. On a dit qu'on a 2 réponses. Pourquoi c'est marqué birde shelo yazik? Soit selon Abaye, c'est bien une autre mesure. Ah, pour une autre mesure, c'est parce qu'on ne parle pas du même Goren. Selon Ravashi, c'est le même Goren et c'est l'expression qui est un peu maladroite. Abaye qui dit que c'est deux mesures différentes, on va objecter qu'une braïta métivée.
Machikim goren kavua minair chamishim ama. On éloigne un goren kavua, donc justement un gros goren et fixe. On l'éloigne de la ville de chamishim ama. Et la manière qu'on le fait par rapport à la ville, car Mideloav, ou Mikishuav, ou Metiotav, ou Minirosh, la manière qu'on s'éloigne de la ville, on s'éloigne de la même manière de tout ce qui est légumes, donc Deloaim, Mikishuav, donc c'est tout ce qui est courge, concombre, Netiotav, ou enfin tout ce qui se pousse avec. Netiotav, c'est les plantations en général. Minirosh, c'est donc le champ qui est labouré, chez Chavero, Chamishim Ama, de 50 amot. Kédé, chez le Yazik, afin que ça ne cause pas de dommage. Donc on a exactement une braïta qui précise que c'est bien 50 amas et qui reprend l'expression de la Mishnah en la corrigeant comme si la braïta savait justement qu'il y avait un doute dans la Mishnah et donc qu'elle est chez Bishlam la Ravashi Nicha, ça va très bien selon Ravashi parce que la limite vraiment c'est presque une répétition de ce qu'il a dit. Et là elle est abayée, selon Abaye Kacher, elle m'a dit t'as raison Kacher. Donc Kenya Abaye ne connaissait pas cette braïta et donc ça a repoussé ce pshat là. Donc elle m'a dit Bishlam Imikshu Av, Midelo Av, Dazil. Avka vate belibé, on savait. La Gemara dit ok, je peux comprendre pourquoi ça peut causer un problème aux légumes. Donc on a dit au concombre, aux courges, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ces psolates, ces détritus peuvent se mettre sur les plantations et empêcher le soleil ou empêcher l'eau de les irriguer. Et là, miniro amai. Maintenant, le champ qui est labouré. Pourquoi? Parce qu'en général, en plus, tout ce qui est déchets, on a vu, tout ce qui est déchets en général, c'est un engrais. Donc qu'est-ce que ça fait si le champ qui est labouré reçoit de l'engrais? Ama Rabbi Abba bar Zavda ve Itema Rabbi Abba bar Zutra. Donc on a une réponse qui est donnée soit par Rabbi Abba, soit par Rabbi Abba bar Zutra. Mipne chez Anseoto Gelal. C'est parce qu'il en fait un champ qui est complètement rempli d'engrais. Donc Galal en général, c'est tout ce qui est déchets, tout ce qui est même excréments d'animaux. C'est qu'il en fait finalement un champ qui est rempli d'engrais. Et lorsqu'un champ est trop engraissé, ça peut être mauvais justement pour la rentabilité du champ. On a encore une minute ou deux pour donner un petit résumé du DAF. On a encore une fois parlé de cette halakha de Rabbi Chaina qui disait que justement lorsque l'on a un doute sur une halakha et qu'on peut y répondre soit avec un rov, soit avec un karov, ce qui est proche et ce qui est majoritaire, on a une contradiction entre les deux, on accorde l'importance à la majorité, non pas à la proximité. On ne sait pas d'où vient la chose, quel est le statut. On préfère dire qu'il vient de la majorité, qui est loin, plutôt que de la chose qui est à proximité et qui est minoritaire. On a vu une Mishnah dans Nida qui disait que de la même manière, on estime comme étant certainement un sang impur lorsqu'on le retrouve dans les parties où la femme peut le retrouver, donc dans le prosdor, bien que la partie la plus proche du prosdor soit une partie où le sang est pur, et parce que la majorité du sang qui est dans cette partie-là est en général dans la partie qui est impure, donc c'est la majorité qui l'emporte. Et Rava et Abaye, on a finalement de comprendre de cette manière aussi cette Mishnah, donc qui renforce a priori la logique de Rabbi Hanina. Après, on a vu qu'on avait tout de même des exceptions à cela. Si par exemple il y a une impossibilité que la chose provienne de la majorité, qui est plus loin, si par exemple on a un fleuve et que le tonneau ne peut pas venir de la ville qui est là-bas, à ce moment-là on dira différemment. Après, même si on pense que c'est la proximité qui est plus importante, on a vu aussi qu'il peut y avoir des exceptions logiques. Si on a un voleur et qu'on part du principe qu'un voleur ne va pas cacher l'objet volé à côté de l'endroit où il l'a volé, eh bien ici, comme c'est un vol, on dira qu'au contraire, la logique voudrait que ça ne vient pas de l'endroit qui est proche. On a vu également qu'on avait une nouvelle halakha qui était liée à la beauté de la ville. On ne devait pas planter à côté d'une ville un arbre parce que ça pouvait justement rendre la ville moins belle. Et on a une misa d'embellir les villes d'Israël. Marloquet entre Abba Shaoul et Tanakama, est-ce que c'est 25 amot ou est-ce que c'est Hamishim, est-ce que c'est 50 sauf dans les arbres qui sont très volumineux, tout le monde est d'accord que c'est 50. Après on a vu que quoi qu'il arrive, contrairement à un ézec normal, quand on a un ézec normal, si mon arbre est avant le puits de l'autre, je n'ai pas le coupé. S'il est après, je le coupe. Là, ici, on a vu qu'on ne faisait pas de différence. Quoi qu'il arrive, on coupait l'arbre. La question, c'est est-ce qu'on le rémunère ou pas. Et dans le doute, évidemment, on motive Chaver à la Varaya et on ne le paiera pas. On a vu qu'on avait une marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Est-ce que les parties qui sont devant la ville, on a 500 mètres de vide et 500 mètres de champ, est-ce qu'on peut intervertir ou pas? Selon Rabbanan, non. Selon Rabbi Eliezer, oui. Mais indépendamment de cela, encore une fois, ça c'est par rapport au champ. Donc quand on plante des graines, ça a tendance à changer le statut comme on a vu dans Shabbat. Lorsqu'on plantait des graines dans un endroit, ça devenait à ce moment-là un champ et on ne peut plus porter pendant Shabbat. Si on plante des arbres par contre, ça ne change pas le statut. Mais ici, indépendamment de cette marloquette, on a vu que pour l'arbre, on n'a pas le droit de le faire à cause justement de la beauté de la ville. Et on était resté sur donc, une dernière Mishnah qui disait finalement que lorsque l'on avait
un endroit où on entreposait justement le blé et qu'on pouvait à ce moment-là être zoré, donc trier la paille, trier tout ce qui était écorce, ces choses-là en général pouvaient causer un dommage à tout ce qui était aux alentours. La ville, ça causait un dommage d'avoir justement ce genre de poussière qui arrivait, et même finalement les plantations, et même le champ. Pourquoi? Parce que si la personne a déjà engraissé son champ et qu'on lui rajoute des engrais qui viennent de ces détritus qui se sont envolés, qui s'y sont déposés, finalement ça peut causer un dommage au champ lorsque le champ est engraissé de manière trop importante.